bienvenue aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, on est là pour l'antépénultième séance de cette quatrième saison du séminaire en ligne ISPM-BFE. On reçoit donc aujourd'hui Benoît de Courson et Juliette Hubert qui vont nous présenter donc leur analyse quantitative à partir de textes issus du site participatif Genius qui leur permettent de mener une étude de l'évolution du rap français depuis les années 90 d'un point de vue grammatical, lexical et sémantique. Et ils vont en profiter pour nous présenter aussi leurs outils interactifs qui peuvent aussi permettre à d'autres chercheurs d'explorer ce corpus et d'y faire des mesures. Donc, les deux voilà, vont faire leur représentation de manière jointe. Donc, Benoît de Courson est doctorant en sciences sociales computationnelles à l'université de Leiden et à l'ENS. Donc, sa thèse porte sur la modélisation de la prise de décision en situation de pauvreté en termes de prise de risque. Et en parallèle, il développe la plateforme Gallicagram qui permet d'effectuer des analyses lexicométriques sur de grands corpus diachroniques. Et Juliette Hubert est doctorante en littérature et en musicologie, donc en co-tutelle à l'Université polytechnique des Hauts-de-France et à l'Université Laval au Canada, donc sous la co-direction de Stéphane Hirschi et de Serge Lacasse. Et sa thèse porte sur la rupture musicale et syntaxique dans la trappe francophone. Merci beaucoup. Donc Juliette et moi allons vous présenter un projet qu'on a, qui est encore vraiment en chantier. C'est d'ailleurs le titre, ça se voit au titre, qu'on a dénommé pour l'instant une approche lexicométrique du rap français. Donc moi, comme disait Marion, je suis ni musicologue, ni réellement littéraire. Ce que je fais, mon bise en quelque sorte, c'est de récupérer des grands corpus textuels, en particulier des corpus de presse ancienne au départ, pour faire un petit outil que je vous présente, parce que effectivement, comme le disait Marion, ça peut vous être utile peut-être, même si on est parmi beaucoup de musicologues. Donc l'idée au départ était de récupérer des archives de la BNF, qui ont notamment 3 millions de documents de presse, et de faire une base de données de l'usage des mots, et de voir, donc voilà, là c'est l'usage du mot liberté et république pendant la Révolution française dans la presse numérisée de Gallica. Et on a étendu ça, on a ajouté des nouveaux corpus, et ce qu'on nous disait souvent, c'est que les corpus de presse donne une vision assez tronquée, assez propre, enfin, c'est assez limité pour parler de la société et qu'on peut. Beaucoup de gens nous demandaient d'enrichir ça à d'autres médias, donc on a récupéré des bases de données de ce type de film, par exemple, et je me suis mis un moment à récupérer une base de données de rap français pour faire voilà, où est mon corpus. Faire un petit outil voilà, donc on peut tracer simplement l'usage du mot République. Donc, si les bandes chronologiques ne sont pas les bonnes, voilà, on a l'usage du mot République dans le rap français. On peut voir les occurrences en contexte en 2011, afficher, afficher de quel texte proviennent ces documents. Ce corpus dont on va vous parler dans un instant m'a donné envie de chercher à quantifier des choses, étant par ailleurs fan de rap. Je voulais voir dans quelle mesure on pouvait objectifier, dans quelle mesure je pouvais comprendre mes goûts, comprendre les goûts des autres. On a toujours un peu cette tentation malsaine de vouloir prouver que son rapport préféré est meilleur que ton rapport préféré. Voilà, j'ai mis la punchline de Medine ici, qui, un peu par provocation, disait: Ma qualité de lyrique, c'est quantifiable, ne confonds pas Paul Bocuse et le McDonald's. Donc, je me suis lancé dans ce projet un peu seul et j'ai contacté des gens que ça pouvait intéresser parce que j'avais bien conscience que, étant un geek assez ignorant de la musicologie et des études de rap, je pouvais pas vraiment faire ça tout seul. J'ai rencontré Juliette et on a fini par collaborer sur ce projet. Juliette, peut-être que tu veux te présenter? Excusez-moi, j'arrive pas à allumer Oui. le micro. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, comme a dit Marion, je travaille sur la trappe. Pour repréciser, c'est un sous-genre du rap né il y a déjà pas mal de temps aux États-Unis dans les années 2000, mais arrivé vers 2010 en France, et qui est devenu le sous-genre le plus populaire du rap en 2017 avec l'arrivée de l'album Commando de Niska dans les premières ventes annuelles du SNEP, du Syndicat national de l'édition phonographique. Euh, voilà, pour présenter, parce que ça a un peu un rapport avec tout ce qu'on va faire après, une des grosses difficultés de mon travail, c'est donc la question des frontières du sous-genre de la trappe, qui n'est pas évidente. Et donc, pour travailler sur la trappe, je suis partie de ce qui faisait consensus auprès de pas mal d'acteurs différents du sous-genre, à savoir un tempo plus lent qu'avant, que dans le rap d'avant, des instrus faits avec des instruments synthétiques et plus d'usage de samples,
une basse 808 très importante, dans le sens où elle est très saturée, on l'entend bien comme un instrument mélodique. Elle n'est pas simplement là pour soutenir l'harmonie. Et des hi-hats, donc des cymbales à pied fermé, très aigus et qui marquent toutes les subdivisions du temps, des mesures. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de tester l'hypothèse d'un trait stylistique propre au sous-genre, propre au texte du sous-genre, qui serait la rupture, propre au sous-genre en général, pardon, qui serait la rupture, tant sur le plan musical que textuel. Donc, d'un point de vue musical, ça va être le silence et la rupture dans la régularité des patrons instaurés. Et d'un point de vue textuel, ça va être la rupture syntaxique, énonciative, thématique et métrique. Tandis qu'il va aussi y avoir euh, quelque chose sur la rupture prosodique, c'est-à-dire le fait de casser des groupes de mots ou des mots à des endroits étranges avec la prosodie. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'on peut qualifier un genre ou un sous-genre non seulement par des traits musicaux, mais aussi par des traits textuels et parmi ceux-là par des traits stylistiques. Et c'est ce dont on va parler surtout à la fin de notre présentation. Montrer qu'il y a une cohérence à l'échelle de la trappe autour de cet effet de rupture. En tout cas, c'est le cas à l'échelle de mon corpus de 300 morceaux. Et avec Benoît, on a essayé de pousser ça plus loin, à cette échelle de plusieurs milliers de morceaux. Et donc, j'arrive aux recherches de Benoît avec déjà plein de considérations sur une partie de son corpus, avec une perspective donc, qualitative. Et ça m'a poussé donc à proposer des nuances, à remettre en question la transparence de certaines données et même de certaines questions posées au corpus. Ça m'a donc poussé d'emblée à apporter trois précisions. Ah, j'entends à côté, je ne sais pas si vous entendez. Voilà. Apporter trois précisions à son travail. Donc d'abord, ça m'a poussé à apporter tout un sous-genre que Benoît avait moins envisagé, qui était la trappe, parce que lui travaillait sur un autre type de rap, et ce qui a pas mal de répercussions en fait sur le travail. Et ensuite, moi j'ai tout de suite parlé du rap comme entité, en lui disant que c'était compliqué de prendre le rap comme entité, qu'aujourd'hui le rap est un genre tellement déjà ancien, tellement divers, qu'il n'y a rien d'évident à dire des choses qui soient vraies à l'échelle du rap entier. Euh, d'autant, euh, d'autant moins qu'aujourd'hui, ce qui pourrait permettre d'isoler le rap par rapport à d'autres genres musicaux n'est plus clair du tout d'un point de vue textuel, intratextuel, c'est-à-dire à la fois tout ce qui est trait à l'œuvre, la musique et le texte. Notamment le mode phonatoire, le fait de rapper plutôt que chanter n'a plus tellement de sens. Comme chacun peut l'observer. Donc, on chante énormément dans le rap. Et même des mélodies qui sont avec un très grand ambitus, des très grands intervalles. Donc, il n'y a pas des différences musicales très claires entre le rap et d'autres genres. Euh, Or, nous, on est tributaire, en fait, de critères opaques, puisqu'on prend ce que les internautes ont jugé être du rap. Donc là-dedans, il va y avoir peut-être donc plein d'autres critères que ceux musicaux et textuels, y compris des critères parfois biaisés. Donc il y a tout un mécanisme d'exclusion-inclusion qui consiste à exclure des femmes, par exemple, parce qu'elles chantent, même si elles ont des thèmes qui peuvent faire écho à l'ego trip, et à inclure des hommes qui chantent parce qu'ils ont des thèmes qui font écho à l'ego trip, ou alors à inclure des hommes en fait parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils sont proches, qu'ils sont noirs et qu'ils sont proches de la scène rap, même si leur thème et leur mode phonatoire ne correspondent pas du tout au rap. Donc nous, on est tributaire de ça déjà comme limite du rap, et il faut y faire attention parce que ça peut produire des raisonnements qui se mordent la queue. Si par exemple on cherchait le nombre de fois où on parle d'un homme comme objet de désir, par exemple, mais qu'en fait, on ne se rendait pas compte que les internautes avaient exclu de fait, c'est un peu une hypothèse, hein, ça, je sais pas, ça n'existe pas vraiment, mais les internautes avaient exclu de fait ce thème-là parce que ça ne correspond pas aux normes traditionnelles de l'ego trip, qui consiste à parler des femmes comme objet. Ben, du coup, on se mordrait la queue, on ne pourrait pas vraiment intégrer la nouveauté à notre analyse. Donc pour moi, ça crée deux conditions importantes avant de mener un travail de grande échelle sur le rap. Donc, accepter le caractère questionnable, non absurde, mais questionnable des limites du rap telles qu'elles nous sont données par Genius.
Euh, Ce qui va vite nous faire aller, à mon avis, enfin, l'usage que moi je vais avoir très vite du logiciel de Benoît, c'est de partager l'ensemble en différentes scènes, en différents sous-genres, pour trouver plus de pertinence donc à l'échelle de sous-genres. Et c'est donc de garder à l'esprit donc le caractère arbitraire ou biaisé de certaines dynamiques d'inclusion et d'exclusion, et parfois donc de devoir euh, compenser ces biais. Donc avec Benoît, on a été rechercher des rappeuses, par exemple, ou essayer de compenser un peu la sous-représentation des rappeuses, même quand elles sont considérées de manière non ambiguë comme rappeuses, elles sont souvent moins rajoutées sur Genius, moins transcrites sur Genius. Donc il y a parfois des efforts de compensation à faire. Euh, voilà, enfin, il y avait ce problème, et ça, Benoît en était très conscient, des limites de l'approche textuelle. Forcément, donc si on est sur les textes de Genius, on ne peut pas prendre en compte un certain nombre d'éléments musicaux, ça c'est évident. Et c'est quelque chose dont Benoît avait bien conscience. Moi, je vais apporter parfois le fait que ça peut même biaiser encore plus loin notre façon de le voir, puisque qui dit approche textuelle euh, va dire peut-être jugement de valeur basé sur le texte, va inclure certains jugements de valeur qu'on verra donc dans la première partie. Et enfin, j'avais un autre souci, c'était le caractère lexical du traitement textuel, au détriment de la syntaxe, de l'énonciation, d'aspects éventuellement métriques. Mais ce qui finalement a été assez remédiable, on va le voir dans la troisième partie, Benoît a trouvé pas mal de façons de remédier à ça. Voilà pour les premières remarques. Hmm. Donc concrètement, pour vous dire un mot de la méthode d'extraction, on utilise ce qu'on appelle dans mon domaine du moissonnage ou web scraping en anglais. On part de l'arborescence de Genius que je vous ai mis en haut à droite ici, où des petites mains ont annoté tous les albums parus ici en juin 1998, mois de ma naissance d'ailleurs. On peut suivre des liens, on peut apprendre, enfin, on peut coder un programme de sorte à ce qu'il suive les liens, à ce qu'il aille dans les albums, est-ce que parmi les albums ils aillent parmi les titres. Et on se retrouve avec les lyrics elles-mêmes, donc ce qui va nous servir de matériau de base dans ce projet. Donc ici, Bangarang de Medine. Et ensuite, donc, on met tout ça dans un grand tableur que je vous montre ici, bon, qui est, c'est globalement un Excel, mais peut-être un peu trop gros. Ici, il a 40 000 lignes, donc c'est un petit peu gros pour l'ouvrir sur votre PC. Mais un tableur qui nous donne donc, qui nous dit ici que IAM, donc une ligne correspond à une chanson. Donc IAM, en 1989, publie le Total Chaos, dont voici les lyrics. Oula. Hum. Et on peut également récupérer d'autres informations dessus, comme le nombre de vues, le nombre de contributeurs. Et on a nous cherché à calculer tout un tas de métriques dessus que je vous présenterai tout de suite. Donc voilà, là ici, je vous ai mis la distribution du corpus dans le temps. Donc le nombre de mots par année dans notre besace. Comme vous le voyez, c'est très très inégal. On peut craindre, c'est assez dur à voir, ou peut-être qu'on pourra l'évaluer un jour, mais il y a probablement un biais d'archivage avant 2010. 2010 correspond ici à la création du site Genius. Donc tout ce qui est postérieur à 2010 est probablement de la numérisation un peu sur le moment, où un artiste publie un album et très rapidement ses fans le transcrivent. Tout ce qui est avant 2010, c'est un peu de la patrimonialisation et des gens motivés qui vont prendre des vieux albums publiés qui ont déjà 20 ans et retranscrire la parole. Donc, a priori, l'explosion de 2010, c'est plutôt lié à ça et peut aussi dire quelque chose de l'explosion du genre, de la baisse des coûts d'enregistrement d'un album, ou de la simplification aussi de la diffusion, enfin de plein de choses probablement, mais on a probablement un corpus qui est pas bien représentatif de tout le rap avant, en particulier avant les années 2000, qui a une grande profusion pendant les années 2010-2020. Comme le disait Juliette, on a un problème de frontière, que la frontière du rap n'est pas forcément claire et affectée par d'autres critères. On a choisi dans cette présentation, on peut aussi, enfin, on pourrait aussi restreindre uniquement aux artistes dont on est sûr qu'on peut les considérer comme rappeurs. Ici, ce qu'on a choisi de faire, c'est de les garder parce que ça, enfin, moi, il me semble que lorsqu'on a des artistes qui sont très limites comme Aya Nakamura ou Thérapie Taxi, ça nous permet d'apercevoir un peu un contraste, d'apercevoir un peu ce que le rap a de spécial en incluant des artistes qui ont des textes moins rap pour voir un peu, pour avoir un effet de contraste. Euh, là. Juliette, tu te repasses la main.
Oui, merci. Donc, du coup, pour illustrer donc, les différents usages qu'on pouvait avoir et les différents peut-être écueils possibles aussi de cette façon de travailler sur le rap, on s'est dit qu'on allait donc proposer trois façons de faire avec à chaque fois ce que ça peut avoir comme portée heuristique ou ce que ça peut avoir comme problème. Donc d'abord, commencer par une batterie de mesures, et ça c'était donc le travail de départ de Benoît qui va nous présenter. Une batterie de mesures plus ou moins aveugle, avec plus ou moins des hypothèses en fait préétablies avant. Ensuite, une démarche qu'on a essayé de rendre la plus data-driven possible, c'est-à-dire que venant le plus possible du logiciel, sans hypothèse, même s'il y a toujours forcément des choses qui viennent s'intégrer comme hypothèse. Et ensuite, finalement, de prendre une de mes hypothèses, moi, établie dans ma thèse, donc établie sur un petit corpus, et de voir comment on peut essayer de la tester à très grande échelle avec des outils automatiques. Voilà, je repasse la parole à Benoît pour qu'il nous présente donc sa première démarche. Parce que quand on dit tutoriel, on pense vraiment au premier degré. Notre objectif, c'est aussi de diffuser les outils de lexicométrie dans le monde des études de rap où c'est fort peu utilisé. Le petit corpus que je vous ai montré ici est en ligne et facilement trouvable et téléchargeable et vous pouvez faire, en faire des choses. J'en ai envoyé des bouts précis, par exemple le sous-corpus du rap fait par des femmes. N'hésitez pas à vous en servir ou à nous demander de l'aide technique sur ce sujet. Donc moi, là, c'est l'approche que j'ai faite spontanément avant de rencontrer Juliette. Une approche qui est d'ailleurs beaucoup utilisée en humanité numérique, si certains ici sont familiers avec ce champ. Euh, et c'est une approche qu'on a choisi d'appeler la batterie de mesure, batterie au sens d'une batterie de canon qui tire un peu tous en parallèle sans trop de faire de détails. Euh, c'est une approche qui se base sur la notion en humanité numérique de lecture distante, théorisée par Franco Moretti. L'idée, c'est de prendre, de se distancier un peu d'un point de vue, lui le pensait d'un point de vue un peu géométrique, enfin de regarder les textes de très loin, de reculer de 20 bons pas, et d'avoir comme ça une vue un peu englobante de beaucoup de textes, et de déléguer la lecture à la machine. Donc d'essayer de trouver des patterns invisibles à l'œil nu par une lecture enfin par le fait de donner une tâche à la machine et lui demander par exemple de mesurer la taille des chapitres au cours du temps, mesurer le nombre de syllabes, mesurer tout un tas de choses et d'essayer d'interpréter et de dire des choses qui seraient impossibles à l'œil nu du fait de la taille de ce corpus. Avec en tête l'idée que évidemment on ne peut pas mesurer la qualité d'une œuvre, mais on peut mesurer des qualités, on peut mesurer des orientations artistiques, et en particulier en tant qu'auditeur de rap un peu naïf, ce qui m'intéressait, moi, c'est d'abord de voir s'il y avait un peu un gradient entre les rappeurs de... Souvent, on parle de lyricisme, les rappeurs eux-mêmes parlent de lyricisme. Lino, lui, disait qu'il était obsédé textuel. Il me semblait qu'il y avait un gradient de textualité, de scolarité, je ne sais pas bien comment on peut le dire, entre les rappeurs et qu'on pouvait peut-être trouver des différences objectives dans l'écriture des rappeurs entre un Medine et un Nino, par exemple. Et une différence aussi, bon, ça c'est peut-être aussi en tant que sociologue que ça m'intéressait, trouver, objectiver un peu la violence verbale, la rage, toutes les formes diverses qu'elle peut prendre et de regarder son évolution au cours du temps. Donc l'idée c'était de construire plein de métriques. Un peu selon ce qui m'inspirait, selon ce qui était mesurable. Souvent, on est un peu contraint par ce qui est mesurable parce on doit trouver une prise quantitative là-dessus. Et ensuite, de regarder à la fois l'évolution dans le temps, les diachronies, faire un peu une histoire quantitative du rap, et le lien statistique entre ces variables. Par exemple, tester un peu un mythe. Par exemple, souvent je parle quand j'évoque ça, je parle de Finkielkraut qui avait expliqué qu'il y avait un peu le bon et le mauvais rappeur, et que le bon rappeur était lui un peu poète, enfin que le bon rappeur écrivait bien et n'utilisait pas d'insultes. Donc on pourrait, enfin, selon Finkielkraut, on s'attendrait à une corrélation très forte entre littérarité et vulgarité dans le rap, et absence de vulgarité. Et c'est ce que je voulais tester ici. Donc on peut mesurer tout un tas de choses. Moi, ce qui m'est venu spontanément en tête du fait de ma formation dans ce genre d'outils, c'est d'abord de regarder les mesures de complexité. Souvent, c'est des mesures qui sont utilisées en psychologie, par exemple, pour
pour regarder le développement du langage chez l'enfant et dater un peu où il en est, regarder avec l'âge comment se comporte ce genre de choses. Donc pour ça, on n'utilise pas souvent soit la longueur des mots, soit la diversité lexicale, donc l'étendue du vocabulaire. Je vais y revenir dans un instant plus précisément. L'autre approche était de prendre des lexiques de façon externe. Donc pour ça, j'ai beaucoup utilisé le Wiktionnaire. Et donc un autre projet collaboratif qui, par exemple, a une catégorie de verlan. Donc il y a 295 pages de mots qu'ils considèrent comme du verlan. C'est pas forcément exhaustif. D'ailleurs, ça, on l'a enrichi avec le dictionnaire Rapcore d'Alena Polica, que vous connaissez sûrement. Ils ont la même chose pour l'argot, les insultes, etc. Euh, un autre outil qu'on a utilisé, c'est l'analyse de sentiments. C'est également des dictionnaires, des lexiques qui sont établis par des linguistes, mais qui veulent, eux, chercher à mesurer, par exemple, la fréquence de la prégnance de la tristesse dans un texte. Donc, ils ont établi des dizaines de milliers de mots associés, étiquetés, associés chacun à un sentiment, et valider ces mesures sur des discours pour montrer que effectivement, on pouvait, en comptant ces mots simplement, dire beaucoup de choses à quel point des sentiments présents dans un texte. C'est des méthodes assez anciennes, mais assez transparentes et qui marchent pas trop mal. Et une autre approche que j'ai utilisée, c'est des méthodes récentes de machine learning c'est des réseaux de neurones, un peu comme ChatGPT, qui visent à étiqueter les textes automatiquement. Donc on leur donne une tâche. Donc, ici en particulier, ce qui m'arrangeait, c'est que détecter la haine et le sexisme, c'est des tâches qui sont assez importantes dans le domaine, souvent pour automatiser la modération, pour que les commentaires sur les réseaux sociaux soient automatiquement supprimés s'ils sont trop haineux. Donc il y a beaucoup de recherches pour le développement d'outils qui vont automatiquement détecter, quantifier le sexisme dans un discours. C'est des méthodes qui sont très boîte noire. C'est des réseaux de neurones avec des millions de paramètres on leur donne à manger des données, ils règlent leurs paramètres. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais on n'a pas bien d'idée d'où vient la prédiction, mais on a un score de n qui peut aussi dire quelque chose de, de, de ce rap. Pour l'étendue du vocabulaire, c'était assez compliqué parce que si on regarde uniquement le nombre de mots différents, donc voilà, la taille, le nombre d'apax présents dans chaque rappeur. En fait, on voit que c'est fortement dépendant. Ici, j'ai mis en abscisse le nombre de mots par rappeur, donc le volume total. Donc évidemment, en haut à droite, c'est Jul, avec ses deux albums par an. On voit qu'il y a une dépendance très forte et qu'en fait, le nombre de mots différents par rappeur est surtout dépendant la productivité de sa carrière. Euh, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est diviser, faire une sorte de ratio C'est une mesure qui est parfois utilisée dans la littérature, donc le pourcentage de mots uniques parmi les mots qu'il a utilisés. Ici, comme Joule a publié plus de deux fois plus que le deuxième, qui ici est de mémoire Roth, et qu'il a à peine moins de vocabulaire, Joule serait considéré comme ayant moins de vocabulaire que Roth. Le problème, c'est que dans ce cas-là, le problème s'inverse parce que plus on rappe, plus on a tendance à se répéter. Quand on a déjà découvert en quelque sorte des milliers de mots, c'est plus dur, c'est plus compliqué de, euh, de découvrir des nouveaux mots. D'ailleurs, ici, on devine un peu, pour ceux qui ont fait des maths, on devine un peu une courbe qui est concave. La dérivée est décroissante. Et ça suggère que, effectivement, la pente, c'est de plus en plus dur de découvrir des nouveaux mots. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y avait des linguistes computationnels qui s'étaient intéressés à ce problème et qui ont montré qu'en fait, si on passait sur une échelle logarithmique, donc peut-être que vous rappelez le Covid, ou une échelle logarithmique, c'est une échelle où un pas, une case sur la grille représente non pas une addition, mais une multiplication. Donc, si vous voulez, on passe de 1, 2, 4, 8, 16, 32 au lieu de 1, 2, 3, 4. Et dans ce cas-là, si on passe tout en logarithme, on a une relation linéaire qui apparaît. Ce qui est formidable parce que relation linéaire dit, pour ceux qui ont fait des stats, qu'on peut contrôler. On peut ici donc prendre le nombre de mots différents contrôlé par le nombre de mots par rappeur. Formellement, ce qui se passe, c'est qu'on prend uniquement la distance à la droite. Donc la droite en bleu ici représente la valeur prédite. Si je sais que Joule a publié tant de morceaux, on s'attendrait à ce que son vocabulaire soit là. Or, il est là, donc on a une surprise de ce point de vue-là. Donc on considère que la distance qui le sépare de la ligne bleue, c'est une mesure de l'étendue de son vocabulaire ajustée par la taille de son corpus personnel. Voilà ce que ça donne ici. Donc j'ai mis en ordonnée la diversité lexicale estimée comme je viens de l'expliquer.
et en abscisse une autre mesure, donc l'autre mesure souvent utilisée par les psychologues pour mesurer la complexité des discours, la longueur moyenne des mots. Et on retrouve effectivement, si on compare ça à l'impression à l'écoute de ces rappeurs, ça correspond assez bien. Les rappeurs, les quatre rappeurs ici, Bukowski, Gaël Faye, Medine et Hippocampe, sont souvent tancés comme des rappeurs de bibliothèque, des rappeurs podcast. Et à l'inverse, ici, Dadjo, VG Dream, Franglish, etc., sont souvent tancés pour l'excès inverse. Il y a une forte corrélation également entre la diversité lexicale et la longueur des mots, donc les deux mesures vont un peu de pair. C'est impossible, il n'y a personne, par exemple, dans ce cadran-là, et c'est impossible d'avoir un vocabulaire très étendu avec des mots très courts, ce qui n'est pas forcément très surprenant. Avec trois lettres, on n'a pas forcément des tas de mots possibles. Mais on a aussi des divergences. Par exemple, on voit que Kerry James ou Kenny Arcana ont beaucoup moins de vocabulaire qu'un Seth Gecko avec des mots beaucoup plus longs. Il me semble qu'on voit ici aussi que les deux axes ne mesurent pas tout à fait la même chose, que l'axe vertical ici, la diversité lexicale, mesure un peu davantage un côté un peu exercice de style. Hippocampe, par exemple, est connu pour des ego trips vraiment ou une recherche un peu pure de vocabulaire. Et Kenny Arcana ou Gary James sont connus pour des raps aussi très conceptuels, où ils parlent, voilà, quand on parle de la Constitution, forcément, ça fait des mots très longs, mais on peut se répéter un peu plus. N'hésitez pas à me couper s'il y a des choses qui sont pas claires d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer, donner un exemple de comment on bricole une mesure. Euh, et j'ai essayé d'appliquer ça à plein de choses. Par exemple, donc ici sur la haine et le sexisme, c'est aussi deux dimensions qui vont de pair. C'est un score calculé par des méthodes de machine learning, c'est assez boîte noire, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais là aussi, on voit un peu une structure que des rappeurs très haineux vont avoir tendance à être très sexistes. Mais les deux, on arrive quand même à séparer un peu les dimensions. Par exemple, la position de Medine me fascinait ici, parce que Medine est un peu hors tendance. Là, on devine une ligne diagonale, mais Medine est un peu hors de la diagonale. Et donc, c'est-à-dire qu'il est mesuré comme étant plutôt pas mal haineux, mais très peu sexiste. Donc, par exemple, aussi haineux qu'un Jul ou un Kobalade, mais beaucoup moins sexiste. Ce qui correspond pour les médianistes très bien à ces textes. J'ai regardé la diachronie de tout ça. Et la diachronie révèle une évolution un peu en deux temps. Pour le coup, ça m'a plutôt pas mal surpris, je ne sais pas ce que vous en penserez. Avec deux phases, donc ici par exemple, une mesure toute simple, c'est le pourcentage d'insultes. J'ai pris la catégorie insultes du dictionnaire et j'ai mesuré ça. Et on a un doublement de la proportion d'insultes entre 1995 et 2014, en gros. Ce qui peut correspondre, pour le coup, c'est un mouvement d'hardcoreisation dont parle par exemple Gaël Faye dans Fils du hip-hop. Euh, et également, j'imagine aussi un élargissement de la fenêtre d'Overton. Quand on est Caris en 2012 et qu'on cherche à choquer, c'est beaucoup plus compliqué que pour NTM en 1996. Donc on a un doublement, c'est quand même assez considérable. Et depuis, un effondrement de la part des insultes, ce qui, pour le coup, a été beaucoup moins noté et peut aussi s'expliquer, j'imagine, par un élargissement du genre et une convergence un peu avec la variété. On peut penser à la carrière d'un Maître Gims qui a fait du rap très hardcore au tout début des années 2010 et qui est passé vers des thèmes beaucoup plus légers. Euh, et qui a déclaré d'ailleurs que pour lui, le rap était la nouvelle variété. Et on retrouve la même évolution dans la proportion d'argot, dans la proportion de mots d'un registre sexuel. Là, ici, c'est une mesure de positivité, c'est en prenant les sentiments et en comparant le nombre les sentiments positifs et négatifs. On a des textes qui sont assombris au cours des années 90 et 2000 et qui deviennent plus légers, plus optimistes a priori, depuis 2014 également. Et on a aussi une explosion de la proportion d'onomatopées dans ces discours, ce qui peut laisser penser qu'on a des textes plus destinés à danser et aussi moins sombre, probablement. Et d'ailleurs, il y a une synchronie forte avec, ici j'ai compté je crois que c'est le SNES qui publie ça. Le SNES publie tous les années le top 20 des disques les plus vendus. Et le moment où tout ça, enfin le tournant de 2014-2015 correspond exactement à l'explosion, l'invasion du top 20 par des artistes hip-hop dans l'industrie musicale française. On a aussi, pour le coup, donc c'est pas des sentiments, mais on a également au même moment un effondrement de la diversité lexicale et de la longueur des mots.
en 2014-2015. Donc, une simplification des discours qui peut servir aussi, j'imagine, à l'élargissement du public et à une moindre prise de tête à l'écoute. Et ce que j'ai fait à la fin, donc je termine mon balayage rapide, on peut essayer de combiner toutes ces variables-là pour comparer les rapports entre eux. C'est une technique qui s'appelle l'analyse factorielle, qui est beaucoup utilisée en sociologie notamment. On peut penser à l'exemple de Pierre Bourdieu, qui a pris tout un tas de comportements culturels et qui a cherché à tous les mettre ensemble, à regarder un peu la structure de ces comportements et à dégager des dimensions structurantes. Et c'est comme ça qu'il a proposé le capital culturel et le capital économique. C'est ce que j'ai cherché à faire en somme. Donc, c'est des méthodes qui sont assez simples mais qui permettent donc de faire une carte des rappeurs en gardant que 2 dimensions, même si on a 20 dimensions pour parler de ces rappeurs, et qui permettent de regarder les corrélations, donc ici la proximité entre par exemple ces trois variables, diversité lexicale, longueur des mots, et la présence de mots négatifs, dénote le fait que ces trois variables qui vont souvent de pair et qui sont très fortement négativement corrélées, au contraire, avec la présence de nomatopée et de la première personne du singulier. Euh, et on a un autre axe qui est révélé, qui dépend fortement de la présence de sexisme, d'insultes, de haine, d'argot et de mots sexuels, et qui dépend négativement de la présence de mots qui sont dans le dictionnaire, de mots positifs, et d'un discours où il y a plus de mots positifs que négatifs. Donc à ce moment-là, j'avais proposé enfin, il me semblait qu'on avait un modèle un peu qu'on pouvait un peu décrire les artistes sur 2 dimensions, qui serait la littérarité, à quel point c'est un discours scolaire. Enfin, je ne saurais pas bien comment le définir comme ça, et la hardcoreité, à quel point le discours cherche à choquer. Et ce qui est ici très frappant, c'est que les deux, donc au contraire de l'hypothèse un peu homme de paille de Finkielkraut, les deux ne vont pas du tout ensemble. La corrélation entre diversité lexicale et présence d'insultes, elle est pile à zéro, si on regarde, c'est assez beau comme résultat. Et on peut tout à fait être comme Lino Arsenic ou Seth Gecko, être un rappeur à la fois très, très, très littéraire et assez agressif. D'ailleurs, Lino se compare souvent à Céline. Et à l'inverse, comme Kerry James, être très, très gentil, très doux, très, très poli dans ses textes, tout en ayant beaucoup de vocabulaire. Euh, à ce moment-là, on s'est un peu demandé où est-ce qu'on en était, et c'est là que les réserves de Juliette m'ont été très utiles. Alors, donc moi, je suis arrivée donc au travail de mémoire à travers cette batterie de mesures-là. Et donc la première chose, mais encore une fois, pour laquelle toi, tu avais déjà des réserves, c'était que évidemment, les critères du littéraire ne sont pas les critères du bon rap. C'est tout à fait possible face au graphique. Tu peux remettre le graphique si tu veux pour on le voit, face au graphique de considérer que ce qui est littéraire n'est pas forcément le bon rap et inversement. Enfin, que c'est pas forcément un critère de qualité. Mais pourtant, moi, ce que j'avais à dire, c'était que même si on n'accorde pas plus de valeur a priori au rap littéraire qu'à un rap qui ne le serait pas, cet axe-là, même ces 2 axes-là, mais l'axe de la littérarité revient quand même à faire d'une seule esthétique, d'un seul ensemble de règles qui vont dans le même sens, le seul axe sur lequel on place les artistes, avec en quelque sorte un seul sommet d'effort de conformation à des règles, et de l'autre côté du non, de la non-conformation, de l'absence de la non-littérarité. Donc quelque chose d'aveugle et de flou de l'autre côté de l'axe. Alors que pour moi, plusieurs volontés esthétiques sont possibles. Et donc, ça revient malgré tout à mettre en valeur un certain rap plutôt que d'autres. Voilà, il y aurait un certain rap et les autres qui seront dans le non, dans l'absence de. Or, pour moi, donc, on peut avoir plusieurs choses en face de la littérarité, comme autre sommet, autre effort de conformation à d'autres règles. On peut avoir la musicalité, bien sûr, dire qu'il y a un rap qui est littéraire parce que le texte y est important, et dire qu'il y a un rap qui ne l'est pas parce qu'en fait, la musique y est plus importante, donc ce ne sera pas du rap à texte. Et forcément, là, le logiciel d'analyse nous fait défaut, parce qu'on ne peut pas faire entrer de considération rythmique et musicale, ou de voix, de timbre, de mode phonatoire, etc. Et ensuite, même au sein des paroles, on pourrait faire entrer d'autres axes. Mon hypothèse étant que justement, dans la trappe, il y a un certain nombre de critères de non-littérarité qui sont des buts en soi. La brièveté des phrases, par exemple, ou même des propositions à l'intérieur des phrases, et même des mots.
C'est un but en soi, selon moi, qui participe à une autre visée esthétique, qui est d'abord, par exemple, d'un point de vue musical, la rupture prosodique, qui souligne le rythme. Et d'un point de vue plus textuel, ça sert un but de concision qui permet de créer des images fortes par un procédé quasiment de montage entre des mots et des propositions, entre des mots en tout cas qui condensent le sens, des mots têtes de syntagme, des verbes d'action ou des noms. Ce qui correspond à ce que Tricia Rose, qui écrit Black Noise en 94, appelle des priorités culturelles dans le hip-hop. Et plus précisément, l'une des priorités culturelles dont elle parle, c'est au départ du rap le fait de sélectionner des éléments de climax, des morceaux qui sont samplés, pour ne faire un morceau que de ces éléments de climax. Et donc moi, l'une des choses que je développe dans ma thèse, c'est l'idée que le texte est construit aussi comme ça, que la concision extrême, on verra même au prix d'agrammaticalité parfois, vient du fait qu'on sélectionne que les mots-têtes des phrases, des verbes d'action, des noms, au détriment de plein de noms grammaticaux, de mots grammaticaux, pardon, de déterminants, etc., pour créer un effet de concision très fort. Voilà, le texte non littéraire peut aussi participer à un but esthétique qui est de se rattacher à une illusion d'absence de travail, qui va donc, qui s'insère dans la volonté de créer un ethos gangsta, un ethos de gangster, au sein duquel tout ce qui connote trop le travail sur le texte est proscrit, il faut paraître nonchalant, et qui va lui-même, qui entre lui-même dans un ethos plus large de génie pop, comme le décrit Agnès Guéraud dans son livre Dialectique de la pop. Donc, je vous laisse peut-être vous référer au livre, mais où elle décrit le fait d'emprunter donc à l'idée du génie populaire qui ne travaillerait pas, dont tout sortirait naturellement. Et donc voilà, d'après moi, il faudrait que ce travail y contienne plusieurs axes nommés, plusieurs sommets, dont la littérarité ne serait qu'une partie pour ne pas être biaisé, pour ne pas introduire des visions biaisées du genre ou de différents sous-genres. Voilà, je te relaisse la parole, il me semble. Sauf qu'aussi, on s'était dit voilà, que du coup, pour éviter ça, on allait essayer de faire quelque chose de moins biaisé que je te laisse présenter. Mettez dans le chat un extrait de Nesbill. Attendez, vous m'entendez? J'ai l'impression d'avoir un problème. Oui, ça marche toujours? Oui, par moment, il y a des petits bugs de connexion où on te perd une seconde et du coup, tu parles très vite après pendant quelques secondes, mais là, ça a l'air d'aller. Pardon. Ralentis. Je parle aussi très vite en général. Oui, j'en viens à la deuxième approche parce que pour donner un peu de contexte, mon impression au départ avec ma batterie de mesure était d'avoir essayé de mesurer tout et en mesurant tout, finalement, on restait neutre, on prenait en compte tout un tas de dimensions et on pouvait en quelque sorte avoir une description un peu totale des rappeurs. C'est évidemment pas le cas, évidemment que le choix des métriques à orienter et j'ai des amis qui m'ont dit en fait finalement là t'as passé 2 mois à essayer de prouver que Medine était très très fort et ils n'ont pas tort. Effectivement le choix des métriques est très orienté par nos goûts personnels et par nos intérêts personnels. Et on s'est demandé avec Juliette s'il pouvait être possible, même théoriquement, de faire une approche réellement guidée par les données. Donc c'est un truc qu'on entend souvent en sciences sociales, on va essayer de laisser les données parler d'elles-mêmes. Et la possibilité la possibilité même de ce genre d'analyse est discutable, discutée. Et ce qui s'en approche le plus dans ce qu'on a trouvé, parmi les méthodes de traitement automatique des langues, euh, c'est ce qu'on appelle le topic modeling. Il n'y a pas vraiment de traduction en français, mais voilà, l'illustration sur la droite peut vous montrer un peu ça. L'idée est de placer les textes dans un plan, avec des méthodes dont je vous parlerai dans une dizaine de minutes dans la partie suivante où ce sera plus pertinent, et de rassembler des textes qui sont sémantiquement similaires. Et on se rend souvent compte qu'on peut, de cette façon-là, classifier différents sujets. Par exemple, je m'en suis servi avec les articles du journal Le Monde pour distinguer le sport des articles de société ou international. Il y a plusieurs méthodes pour faire ça, avec l'étude du vocabulaire ou avec des méthodes plus récentes de machine learning, mais on peut comme ça créer on appelle ça des clusters, des amas de textes sémantiquement proches. Et c'est une méthode, on parle en machine learning de méthode non supervisée, ce qui signifie qu'on ne donne pas a priori des catégories à l'ordinateur. On ne lui demande pas de classifier dans des catégories fixes prédéfinies. Au contraire, on laisse l'ordinateur trouver ses propres catégories.
Le problème, du coup, est qu'il ne les nomme pas. Il nous donne juste un. Voilà, bah, je peux passer à ce que ça nous donne. Donc, ce qu'il nous donne, c'est. Pardon, je me suis trompé de nom de colonne, faites pas attention. Ce qu'il nous donne, c'est un cluster qui prend 20% du corpus. Et lui, donc ça, c'est la meilleure façon que les développeurs ont trouvé pour décrire ce corpus, c'est d'aller regarder les mots surreprésentés dans ce corpus. Donc, ils rassemblent des textes similaires et ensuite, a posteriori, on va voir que le mot bœuf est le mot le plus saillant dans ce corpus. Et ensuite, c'est à nous de voir comment décrire ce corpus, qu'est-ce qu'il décrit. Donc, la meilleure façon de rendre compte du corpus, c'était de prendre ces 7 axes. Euh, donc, certains étaient assez faciles à nommer. Donc, c'est moi qui à ce moment-là, ai cherché à les nommer en regardant donc à la fois quels artistes étaient dedans. Donc, par exemple, le troisième cluster ici, je pense que vous voyez même ma souris, était assez clair. Un cluster peuple, pays, système, justice, liberté, jeune, où on trouvait beaucoup de Kenny Arcana, de Kerry James, de Medine. Euh, Certains correspondaient vraiment bien à des sous-genres du rap. Par exemple, le premier cluster qui parle beaucoup de drogue, d'argent, de belles voitures. Euh, Certains y correspondaient moins. Par exemple, le cluster rap, Mike, Flo, pardon. Ce cluster ici de rap qui parle de rap, qui utilise tous les attributs du rappeur, son micro, ses rimes, son style, etc. Donc voici comment j'ai proposé de les nommer. Donc le premier clairement correspond au gangsta rap. Le deuxième a un rap enfin, qui n'est pas forcément nommé, mais un rap qui cherche à être poétique, qui joue sur le lyrisme et les sentiments. Le rap conscient évidemment. Le quatrième, je pense qu'on devrait arrêter de parler d'ego trip ici parce que c'est un rap qui parle, c'est plutôt du méta-rap. Euh, et c'est d'ailleurs un style qui est pas forcément identifié comme étant un sous-genre, parce que il me semble qu'aucun artiste ne fait que ça. Autant il y a des artistes qui font principalement du rap conscient, autant être un rappeur qui ne parle que de rap, ça n'est jamais vu, et j'imagine que ça ne se vendrait pas, probablement. Euh, le cinquième cluster correspondait pas forcément à des choses connues. C'est un cluster qui différait du cluster de gangsta rap par le fait de parler beaucoup plus de tendresse ou de sensualité ou de soirée. J'ai trouvé le mot rap coquin, je ne sais pas si c'est le bon, les chansons d'amour. Et le dernier était en fait un cluster un peu très très Frisk Orleans, qui apparaît souvent. Frisk Orleans apparaît comme assez atypique. Il est souvent catapulté aux extrémités des graphiques parce il a un vocabulaire et une langue qui ressemble un peu à aucune autre. Et lui et ses comparses de la Ligue des Ombres ou du 667 avaient souvent un peu leur propre gimmick, leurs propres mots. Et ils étaient situés avec quelques autres, avec certains sons de Booba par exemple, dans un cluster à part, que j'avais appelé Rap Hardcore Drill, mais bon, encore une fois, le nom va pas tellement. Euh, Juliette, je sais pas si tu voulais dire oui, tu voulais revenir sur mes mots ou passer directement au. Ouais, ben, c'est vrai qu'on commence à être Ouais. euh, euh, un peu limite sur le temps, mais donc oui, là, à ce moment-là, donc moi, ce que j'avais à apporter, c'était de dire que c'était intéressant parce que j'avais l'impression que la machine, ce que j'appelle donc ton logiciel, etc., l'outil, pouvait à la fois nous apporter des choses et être toujours questionnable. Pour aller très vite, ce que j'ai remarqué, c'est que certaines de tes étiquettes correspondaient à des choses logiques et déjà étiquetées, comme le gangsta rap ou le rap conscient. On reconnaît leur façon d'être exprimée, etc. Et d'autres moins, comme le rap coquin que tu as dû un peu inventer comme, en tant qu'étiquette. Euh, et que moi, donc, ça me paraissait bizarre parce que, d'après ma connaissance du domaine, de la trap, du rap gangsta, euh, le rap gangsta, le rap coquin, la chanson d'amour, pour moi, étaient loin d'être des genres, des sous-genres ou même des registres séparés. Pour moi, ils font vraiment partie des composantes de l'ego trip. D'ailleurs, on voit certains recoupements à l'œil nu. On voit apparaître le mot gang dans ce que tu as appelé drill, qui fait partie aussi du gangsta rap, euh, par exemple. Bon, bah, l'illustration que j'avais de ça, c'est dans la slide suivante. Euh, voilà, j'ai un petit extrait de Blanche de Maïs et Booba. C'est le couplet de Booba, pour montrer comme, très rapidement comment, selon moi, s'organise l'ego trip de manière thématique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs thèmes qui vont dans le même sens, qui est celui de la puissance du moi,
Mais donc, on voit que j'ai mis en vert, par exemple, la puissance financière. Je rachète tout, Versace, la CB, etc. J'ai mis en rouge une puissance plus physique, attaquer, on tire dessus, etc. En bleu, une puissance de charisme. J'ai pas de limite, je suis de la qualité. On me met jamais au banc. Et aussi, plus intéressant par rapport aux étiquettes, en rose, l'amour, je ne demande qu'à t'aimer, et puis en jaune, le sexe, te montrer mon maquillage, bon, qui est une allusion sexuelle. Puis tout ce qui est en jaune est plutôt sexuel. Donc voilà, pour montrer comment, selon moi, de toute façon, l'ego trip, qui fait partie du rap gangsta, donc utilise tous ces thèmes-là au service de la démonstration de la puissance du moi. Donc ça faisait pas hyper sens pour moi de voir au début les étiquettes telles qu'elles sont, enfin la séparation telle qu'elle est. En plus, donc, ces différents artistes de ces différentes étiquettes collaborent entre eux beaucoup, font des featuring. Euh, voilà, et donc ça me semblait intéressant de voir là où le modèle, le topic modeling, m'apprenait des choses, me faisait me rendre compte de certaines choses. Tu peux remettre peut-être celle où on voit les clusters. C'était que effectivement, que si on y regarde à deux fois, le rap de Jul est assez différent. L'amour, il est décrit de manière très différente. Il y décrit des scènes plutôt tendres et les thèmes gang ou même des thèmes plus sexuels, ils sont peu présents. Enfin, plutôt, voilà, il est décrit l'amour de manière assez différente. Et ça me faisait aussi remarquer le rap de Freeze Corleone s'éloigne des codes du rap gangsta, en ce qu'il ne parle pas tellement d'amour et de sexe, pas tellement de femmes en fait. Les obscénités là qu'on voit, en fait, sont plutôt à comprendre comme des insultes destinées à d'autres hommes. Très peu d'allusions à des femmes. Euh, voilà, j'avais peut-être d'autres choses à dire, mais peut-être qu'on va passer pour essayer de finir sur notre. Donc là, ah oui, c'est ça. Juste de dire que donc la machine m'apprenait des choses, mais que en fait, il fallait aussi quand même, si on connaissait bien les corpus, on pouvait se rendre compte que euh, le topic modeling avait une certaine vision du monde. On a fait venir en fait d'ailleurs à l'ENS le, le garçon qui avait créé ça et qui nous avait dit oui, en effet, on ne sait pas très bien comment les clusters sont faits. Et moi, je postule, même si on ne peut pas vraiment savoir, qu'en fait, peut-être les clusters vont artificiellement considérer que l'amour et les thèmes de violence ne vont pas ensemble et peut-être euh, séparer encore plus ces deux thèmes, peut-être un peu artificiellement. Et la preuve que j'avais, c'était que quand on cherchait le mot bébé dans le rap, il me semble, gangsta, on le trouvait quand même pas mal. Et quand on cherchait le mot, qui fait penser plutôt à du rap coquin ou du rap d'amour, quand on cherchait le mot bœuf, qui fait penser au rap gangsta, parce que ça parle de drogue, euh, dans le reste, par exemple dans le rap coquin, chez Jul, par exemple, ça apparaît beaucoup, on le trouvait aussi beaucoup. Donc voilà, que si on avait peut-être une bonne connaissance des termes utilisés dans chacun des sous-genres, on pouvait se rendre compte que la machine pouvait parfois aussi exagérer un peu des différences. Voilà, je m'en tiens là pour cette partie. Et donc finalement, la troisième approche, c'était donc l'approche confirmatoire de mon hypothèse. Je vais essayer d'aller aussi très vite. Donc mon idée au niveau du texte même, c'est de relever tous les types de ruptures possibles. Thématiques, là je vais vous montrer des ruptures thématiques, syntaxiques et énonciatives dans un extrait de Blanche que tu peux mettre, toujours Blanche de Maës et Booba. Euh, donc j'ai pris quelques exemples. La rupture thématique, elle a lieu quasiment entre toutes les phrases, en fait, sauf à deux ou trois occurrences euh, que je passe. J'ai pris deux exemples, un chez Maës, un chez Booba, pour vous montrer ce que je veux dire. Donc, que j'ai souligné en jaune. Toutes mes années de galère où je me disais ça ira, fais un pas de travers, une bécane, tu t'en iras. Il n'y a pas de lien thématique, ni au sens général quand on parle du thème d'un texte, ni au sens strict grammatical. Et aussi la première phrase du couplet de Booba, nous restâmes sur le bateau, jamais il ne chavira, je devais voir Anso, au final j'ai vu Samira. Donc, ce qui relie les deux vers, c'est plein de jeux de rythme et de rimes, mais pas le thème. Euh, voilà, ensuite donc j'ai relevé au début du texte simplement par des barres obliques les ruptures syntaxiques faciles à décrire et à voir parce que je vais en parler après, c'est très compliqué de définir des unités en fait dans ce corpus oral, mais les ruptures syntaxiques faciles à décrire, c'est la juxtaposition entre deux propositions qui sont probablement censées être comprises ensemble.
Donc l'ablation des connecteurs logiques. Donc je l'ai mis au début. Au ciel, on va aller. Je vais laisser mes biais en bas. Je vais skier le parquet. C'est soit Bercy, soit du ferme. Enfin, voilà, à chaque fois, j'ai montré ça dans tout le premier couplet. Quasiment à chaque vers, entre chaque proposition de chaque vers, il y a un phénomène de parataxe, de juxtaposition, qui consiste à donc gommer le lien syntaxique. Je vais malheureusement un petit peu vite, mais pour qu'on ait le temps de finir. Et ensuite, j'ai voulu mettre en valeur toutes sortes de fragmentations des propositions ou des phrases à l'échelle de la coordination entre plusieurs syntagmes. On a par exemple ça arrive très souvent d'ailleurs des ajouts, des appositions flottantes, comme très loin d'être parfait dans la première phrase de Maes. Très loin d'être parfait, mais t'inquiète pas, ça ira. Donc normalement, ça devrait être une apposition à un jeu, à un sujet qui n'existe pas. Donc c'est sans doute lui qui est très loin d'être parfait, mais c'est pas précisé. Ou alors à la paire de vers d'après, toutes mes années de galère où je me disais ça ira, devrait être un CED ou un COI d'une autre phrase. Je pense à toutes mes années de galère, ou toutes mes années de galère, peut-être, ou ça devrait être le sujet peut-être d'une autre phrase, toutes mes années de galère aboutissent à ceci ou cela, mais c'est pas le cas, c'est laissé en suspens. Donc je le décris comme ça un peu rapidement. Il y a aussi à l'échelle d'un seul syntagme plein de petits phénomènes d'ablation d'éléments normalement importants pour garder la correction grammaticale. Il y a deux occurrences là où il manque le déterminant, Toshim Ramparo, plutôt que le Toshim Ramparo, et drapeau et noir et blanc, plutôt que le drapeau et noir et blanc, qui est un phénomène très récurrent dans mon corpus de trappe. Il manque aussi parfois la préposition, comme de 12h à 12h plutôt que de 12h à 12h. Parfois, on peut considérer qu'il manque un présentatif, comme il y a ou c'est, à la toute fin du couplet de Booba. Je viens du 9-2, la quality. Je suppose qu'on devrait comprendre, c'est la quality, c'est une marque de quality. Ce qui va déjà vers ma catégorie suivante, qui est que parfois il manque des éléments, mais on ne peut pas avec certitude complètement les recréer. On comprend le sens, mais ça pourrait être différentes façons de relier syntaxiquement les éléments. Par exemple, une construction amusante, c'est dans le couplet de Maes, quand il dit je barotte dans la ville, 700 chevaux Ferrari. Donc on comprend à peu près le sens. Simplement, est-ce qu'il faudrait comprendre un présentatif Donc, je barotte dans la ville, il y a 700 chevaux, deux points, c'est une Ferrari, peut-être. Ce que je veux dire, c'est que voilà, en fait, au départ, ça aussi, ça arrive très souvent dans mon corpus, c'est des exemples de phrases nominales, de phrases averbales qu'on appelle existentielles, c'est-à-dire qu'elles posent l'existence de quelque chose. Et les paroles fonctionnent souvent comme ça. Les rappeurs posent l'existence plutôt que de dire vraiment qu'ils sont dans la voiture. Ils posent l'existence de la voiture et on suppose qu'ils y sont là, en l'occurrence, comme il dit qu'ils barodent, c'est-à-dire qu'ils se baladent. On peut considérer qu'il est dedans. Donc, est-ce qu'il faut comprendre elle a 700 chevaux, c'est une Ferrari. Il y a 700 chevaux, c'est une Ferrari. Je barotte dans la ville avec ma 700 chevaux, qui est une Ferrari. Je barotte dans la ville dans ma 700 chevaux, qui est une Ferrari. Donc, il y a plein de façons de relier syntaxiquement cette construction étrange. Même chose pour à la toute fin du couplet de Booba. Je drague à la Momo en Eni, beaucoup de cas, je la séduis. Le sens est assez évident, mais si on veut réintroduire ce qui ferait de la phrase une phrase correcte, on pourrait dire que c'est une préposition avec beaucoup de cas, je la séduis. Mais on pourrait aussi dire que c'est, encore une fois, le fait de poser l'existence de beaucoup de caches. Donc, il y a beaucoup de caches, donc je la séduis. Ou j'ai beaucoup de caches, donc je la séduis. Pareil pour le Versace, le DG, le Dolce Gabbana, un peu plus haut. Première paire de vers du troisième bloc. Je ne demande qu'à t'aimer, te montrer mon makelele, le Versace, le DG, elle est trop bonne, voilà ICB. Qu'est-ce que c'est que ce Versace et ce Dolce Gabbana? Est-ce que c'est sur elle? Est-ce que c'est sur lui? Est-ce que c'est la raison pour laquelle il la trouve belle? Est-ce que c'est la raison pour laquelle il se trouve beau? Voilà, je vais un peu vite là-dessus, mais le fait de poser ces propositions, ces syntagmes en faisant l'ablation du lien syntaxique ou l'ablation de certains mots importants, crée donc un phénomène de concision et de flou. Ça, je le développe davantage dans ma thèse. Et puis finalement,
très très vite. Les ruptures énonciatives, c'est le fait de passer d'un tu à un autre, comme au tout début du couplet de Maës. T'inquiète pas, ça ira, plutôt adressé à un ami ou une amie. Fais un pas de travers, une bécane, tu t'en iras. Je comprends ça plutôt comme une insulte, comme une menace, donc plutôt adressé à un ennemi. Et puis chez Booba, un phénomène hyper récurrent chez tout le monde dans mon corpus, c'est le passage de l'adresse à l'adresse à propos de, quand on parle d'une femme. Je ne demande qu'à t'aimer, elle est trop bonne. Donc on voit dans toute la fin du couplet. Et voilà, donc je vais en fait te laisser la parole en disant simplement que parmi tous mes critères, il y avait des choses qui me paraissaient plus ou moins facilement quantifiables. On peut chercher les particules, par exemple les connecteurs, même s'il va y avoir de l'ambiguïté. Un que, par exemple, peut être un pronom relatif comme une conjonction de subordination. Même un qui peut être un pronom relatif comme un pronom interrogatif, auquel cas il signifiera pas toujours un lien syntaxique. On peut pas non plus, enfin bref, plein de choses qu'on peut pas non plus facilement quantifier. Quant au thème, moi je pensais que c'était réservé aux humains de voir qu'est-ce qu'on considérait comme cohérent en termes de thème, indépendamment de la cohésion. Mais donc Benoît a trouvé des façons de contourner ça qui me paraissaient assez pertinentes à grande échelle. Voilà. Oui, donc moi ce que j'ai cherché à utiliser ici pour voir comment on pouvait un peu opérationnaliser les hypothèses ou opérationnaliser un peu à la hache l'hypothèse de Juliette, c'est un outil récent qui s'appelle les plongements sémantiques. C'est des modèles, donc ici vous voyez ce gros cube jaune c'est un réseau de neurones très boîte noire comme je vous en parle depuis le début, dont le but est de représenter un texte, souvent un bout de phrase, un paragraphe, typiquement c'est utilisé pour des commentaires sur Amazon, sur Google Maps, et en les traduire en vecteurs, en quelque chose qui est plaçable dans une géométrie en haute dimension. Et on peut ensuite regarder la distance, la proximité entre deux vecteurs, la correspondance. Et c'est des méthodes qui réussissent à dépasser le lexical, à dépasser avant, jusqu'aux années 2000, on pouvait simplement dire que deux textes se ressemblaient s'ils partageaient le même vocabulaire. Donc il y avait sur les pièces de Shakespeare, on pouvait un peu voir si ça parlait beaucoup de guerre ou beaucoup de rois, on pouvait un peu voir quelles pièces de Shakespeare se ressemblaient. Mais c'est des modèles qui étaient complètement incapables de dire que deux phrases qui étaient thématiquement cohérentes partageaient vraiment ça. Donc depuis quelques années, on est capable de faire ça un peu en traitement automatique des langues et on a des outils qui permettent de faire ça. Donc par exemple ici, donc voilà, si on présente ça en deux dimensions, on peut voir que WhatsApp et How's It Going sont proches, même s'ils ne partagent pas de mots en commun. C'est des méthodes qui permettent aussi de désambiguïser les mots. Par exemple, en anglais, ici, c'est une illustration que j'ai trouvée sur Internet. Si on embed, si on plonge dans ces espaces-là, des phrases qui contiennent le mot bank en anglais, on voit que ça polarise et que ça permet de distinguer le mot bank utilisé dans le sens maritime du mot bank utilisé dans le sens financier. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est de mesurer, de découper les textes en plan de ligne, de mesurer la distance sémantique en me disant qu'un rappeur cohérent, a priori, aurait un peu une disposition linéaire dans ces espaces-là, aurait des phrases, une progression de sens, du coup, des sauts dans cet espace qui serait de petite taille, là où un rappeur, l'esthétique de l'incohérence, pourrait se caractériser par des bonds de géants dans l'espace sémantique et des retours en arrière, etc. Le problème dans ce cas-là, c'est qu'on tombe dans cette mesure-là, ce serait VG Dream qui serait le plus cohérent, parce que de fait, quand on répète la même phrase, par exemple, ramener la coupe à la maison trois fois de suite, la distance est de zéro, mais c'est pas, c'est plutôt un refrain que de la cohérence. Donc j'ai dû couper les refrains, je vous embête pas avec ça, j'ai mis un seuil et j'ai essayé de m'intéresser uniquement aux phrases suffisamment dissimilaires pour être différentes. Et je me suis aussi rendu compte qu'un autre problème, c'est qu'on retombait, avec ça, on retombait sur un gradient de littéralité, toujours donc on peut toujours un peu approcher par la diversité lexicale. Des rappeurs comme Gaël Faye, Medine, MC Solar ont des sauts sémantiques forts parce que simplement ils parlent de beaucoup de choses et disons ils explorent un espace plus grand. Donc, j'ai cherché à distinguer les deux. En fait, à distinguer, je passe un peu vite, désolé, à distinguer deux dimensions qui seraient d'une part la diversité sémantique, c'est-à-dire la taille de l'espace exploré, et d'autre part la taille des pas, c'est-à-dire la taille de phrase, la distance sémantique entre deux phrases consécutives. C'est deux dimensions qui vont très fort ensemble, mais qu'on peut, là, comme je vous avais montré tout à l'heure avec la diversité lexicale, on peut les démêler. On peut regarder la taille des pas, donc à quel point est-ce que deux phrases consécutives sont jugées comme étant cohérentes selon la diversité sémantique. Et on arrive à cette disposition de rappeur.
avec à droite, donc ici j'ai mis en abscisse ma métrique bricolée de cohérence avec ces modèles-là, et en ordonnée la diversité sémantique. Et on a tout à droite les rappeurs, toujours les rappeurs podcast, Kerry James, Encore Malade, Stromae, le Club des Losers. Et tout à gauche, le corpus de Juliette. On arrivait à quelque chose d'assez proche de ce qu'on a à l'écoute. Et qui par ailleurs correspond très bien avec d'autres des mesures plus bas niveau, comme par exemple le fait de compter les coefficients de coordination. Si on regarde voilà, la mesure de cohérence, aucun rappeur n'est mesuré comme très cohérent et donc il serait ici et n'utiliserait très peu de conjonctions de coordination et réciproquement, aucun rappeur n'a beaucoup de conjonctions de coordination et est très peu cohérent. Donc on arrive à retrouver un peu la même information de deux façons différentes, l'une étant purement lexicale et l'autre étant cherchant à être purement sémantique. Ce qui est rassurant. On voit aussi que ça a énormément bougé au cours du temps, que la cohérence a beaucoup baissé continuellement à partir des années 90, qui correspond bien aussi aux observations de Juliette. Et on peut peut-être terminer là-dessus, que si on sépare les rappeurs selon le sous-genre, selon le topic auquel ils apparaissent, c'est aussi une dimension qui permet de dire beaucoup de choses des thèmes dont il parle. Ici, j'ai coloré en bleu les rappeurs qui sont davantage dans le topic gangsta et en rouge les rappeurs qui sont davantage dans le topic rap conscient. Et on peut presque à 100% tracer une frontière de cohérence entre les deux. Les seuls rappeurs gangsta qui cohérence et lunatique, qui ont pour le coup le fait d'avoir Booba et Ali fausse un peu les choses, et Moa Squal qui a qui a des textes un peu uniques. Et à l'inverse, le seul rappeur conscient qui serait un peu cohérent, c'est Nesbill, mais qui lui aussi est complètement à l'intersection entre rap conscient et gangsta rap. Euh, on peut l'ajouter ici dans notre carte du rap. La cohérence se situe. Oula, où est-ce que je l'ai mis? Je me souviens plus. Voilà, la cohérence se situe là et va de pair avec du rap très peu hardcore. Il y a une corrélation très négative très forte entre les insultes et la cohérence. Et donc le fait, j'imagine que, bon là je pense que je pourrais laisser Juliette conclure, mais il semble empiriquement que le rap qui cherche à choquer fasse un usage beaucoup plus fort de l'incohérence. Oui, j'avais. Non, non, j'avais pas forcément de trucs à rajouter là-dessus. Simplement que, donc, si tu nous remets juste avant. Donc, ça pouvait aussi mettre en valeur le fait que les artistes, en tout cas de mon corpus, qui sont les artistes de la trappe, sont un peu au même endroit de ce graphique. Et donc, ça met en valeur leur cohérence, en tout cas stylistique, syntaxique. Euh, voilà, c'était surtout ça que je voulais ajouter. Sinon, on va conclure parce qu'on est déjà en retard. Voilà, vas-y, je te laisse conclure si tu as. Comme vous le voyez, c'est vraiment un chantier. On cherche à voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire dire à la machine. Voilà, on est très preneur de vos retours et on vous remercie de nous avoir écoutés.